commencer et je vais pour ça partager l'écran en démarrant notre présentation. Nous allons commencer par faire un tour de notre action et de nos interventions que nous venons, lorsque nous venons à la rencontre de vos chantiers. Ensuite, nous présenterons une nouvelle version du guide de bonne pratique de la construction de maisons individuelles, l'évolution de celui qui vous a déjà été présenté il y a quelque temps. Et puis, nous profiterons pour faire part de la volonté de chaque partenaire qui est autour de cet écran pour continuer à travailler ensemble. Et enfin, sera venu le moment de lancer la première édition 2021 de notre challenge sécurité CMI que nous avons évoqué dans l'invitation. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Patrick Bernard, contrôleur de sécurité à la CARSAT Alsace-Moselle. Ce sera ensuite le tour de Patrick Lagarde, qui lui aussi est contrôleur de sécurité à la CARSAT Alsace-Moselle, à la CARSAT Nord-Est, bien sûr, et qui pourra nous présenter donc le retour un peu de terrain. Alors, bonjour à tous. En quelques diapositives, je vais vous rappeler l'origine un petit peu de cette action. D'abord, on a la prévention des chutes dans le BTP, c'est une priorité des CARSAT depuis de nombreuses années. D'abord parce qu'il y a une sinistralité importante dans cette activité. Là, on a des chiffres un peu qui vous montrent un petit peu ce qu'il en est. Les accidents du travail représentent quand même 20 salariés, 48 entreprises de 20 salariés fermées à l'année, en nombre de journées perdues. On a quand même également, sur ce type de chantier, des accidents très graves avec des personnes qui vont garder des séquelles de leurs accidents. Donc, c'est quand même une activité avec une sinistralité relativement importante. Une autre origine de cette action, c'est que lors de nos visites de chantier, on a quand même fait pendant de nombreuses années des constats très alarmants sur des situations que l'on rencontrait sur les chantiers, que ce soit sur les chantiers de nos deux caisses. Donc voilà, des choses qu'on voyait, c'est des photos de 2017, on en voit un peu moins, mais on voit toujours des choses. Donc il y a du progrès, mais il y a encore des améliorations à faire. Que ce soit pour les remblais, pour la protection des trémies, que ce soit pour les travaux en toiture. Donc, c'est une action qui était prioritaire et stratégique. L'action coordonnée entre les deux caisses, elle a réellement commencé en 2017. Donc, en 2017, on s'était rencontrés une première fois à Pont-à-Mousson. C'était plutôt une phase d'information et de communication sur ce qui était attendu. À partir de 2018, on a commencé les actions de contrôle qui sont poursuivies en 2019. On a été amené à rencontrer beaucoup de constructeurs pour, avec eux, voir un petit peu ce qui les a attendus, se mettre un petit peu au point. Et ça se poursuit. On va dire que 2020 a été une année un petit peu particulière. On a peut-être rencontré un peu moins les gens, mais on a quand même continué nos actions avec des particularités à cause de la période du Covid. Donc, la suite de l'action, ça va se poursuivre. En 2021, on va de nouveau avoir des campagnes de contrôle et de visite de vos chantiers. Et on va rencontrer un certain nombre de constructeurs. Pour la CARSAT Nord-Est, il y a la mise en place d'un challenge. Ce challenge va vous être présenté lors de l'intervention. Juste pour recadrer l'intervention. Donc, voilà, Patrick Lagarde qui va prendre la main, je pense, pour la suite de cette présentation des bonnes pratiques. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire donc un petit rappel de nos exigences pour ces 4 priorités d'action. J'ai passé une diapo. Vous voyez, on vous a parlé d'une action prioritaire. Donc, c'est une action prioritaire axée sur les chutes, et en particulier sur les risques de chute en zone d'accès, protection de trémies, rive de dalle et protection de toiture. Donc là, je vais vous faire un petit rappel de nos exigences donc sur ces 4 priorités d'action. Même si c'est quelque chose qu'on répète chaque année depuis 2017, à l'occasion des réunions collectives qu'on anime annuellement. Donc, je vais aussi vous présenter les bonnes pratiques que nous avons observées sur la région et la plupart en 2020. Donc, première zone à risque prioritaire, les accès à la construction. Donc, pour prévenir le risque de chute en zone d'accès, mais aussi pour faciliter les approvisionnements et permettre la pose d'un échafaudage de pied,
eh bien, nous souhaitons la réalisation des remblais périphériques le plus en amont possible, voilà, et si possible, dès l'achèvement des travaux de sous. Donc, voilà des situations exemplaires qu'on a pu observer avec la réalisation des remblais périphériques, donc avant l'intervention des charpentiers couvreurs. Donc tout ça, c'est bon pour la sécurité, c'est bon pour les conditions de travail et c'est bon aussi pour l'image de la construction de maisons individuelles. Ça donne envie d'être propriétaire. Voilà. Donc, première zone à risque prioritaire, les remblais. Deuxième zone à risque prioritaire, les trémies d'escalier. Donc sur ce sujet-là, on part de très loin, mais les choses s'améliorent aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir vous présenter des bonnes pratiques. On commence à avoir de bons aménagements de protection. Voilà. Et donc, pour prévenir le risque de chute en zone de trémies d'escalier, nous souhaitons aujourd'hui l'obturation du vide, donc grâce à la pose de planchers de protection. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de simples garde-corps qui ne suppriment qu'une partie des risques et qui sont souvent gênants et donc déposés. Donc, ces planchers de protection doivent être aménagés pour organiser l'accès du personnel et permettre l'approvisionnement des matériaux. Il ne s'agit pas de fermer en totalité. Effectivement, ce qu'on demande, c'est une fermeture, mais une fermeture aménagée. Donc, la protection ne doit pas gêner les opérations ultérieures. C'est important, très important. Elle doit être posée dès que possible, après le coulage de la dalle de compression et avant l'élévation des murs, si possible. Et tout ça, donc, c'est une protection qui doit prendre le relais des garde-corps qui doivent être posés préalablement par le maçon. Donc, dans un premier temps, des garde-corps posés par le maçon pour sa sécurité propre, puis ensuite, voilà, une protection de type plancher, une protection qui est mise à la disposition de l'ensemble des intervenants, de type plancher de protection. Donc, pour ça, nous avons créé une fiche technique CARSAT Nord-Est pour vous aider à protéger efficacement ces zones de trémies d'escalier. Donc, c'est la fiche technique FT10 que je vous présenterai tout à l'heure, sommairement, on va dire. Et cette fiche technique est accessible sur le site internet de la CARSAT Nord-Est. Donc, voici de bonnes pratiques observées, même si ça reste perfectible. Les planchers de protection, comme vous pouvez le voir sur ces photos-là, elles sont souvent partielles lorsqu'il y a un escalier définitif, afin d'organiser les accès par escalier. Pour l'ergonomie, c'est toujours intéressant, s'il y a escalier, de pouvoir s'en servir. Dans ce cas de figure, des planchers complémentaires doivent être mis à disposition de ceux qui interviendront au-dessus de cette zone de vide. Toujours faire l'effort de bien fermer le vide contre les murs extérieurs, car ce sont des zones qui nécessitent de nombreuses interventions, à commencer par les travaux de gros œuvres. Voilà. Dès lors qu'on est sur une trémie positionnée contre un mur de façade, il est important, voilà, de fermer. Et si on n'a pas cette capacité de fermer aussi stratégiquement, on décide de laisser une zone d'ouverture parce qu'on a un escalier, toujours faire l'effort de fermer contre les murs extérieurs. En cas d'absence d'escalier, on vous recommande d'organiser les accès par l'aménagement d'une trappe passage personnel et l'usage d'une échelle d'accès. Donc, dans ce cas de figure, le vide doit être totalement obturé, comme on peut le voir sur la photo en bas à gauche. Cette photo-là, on était dépourvu d'un escalier. Donc, ça, c'est une protection. Là, on ferme en totalité. Quand on le peut, ferme en totalité. Voilà, ça supprime parfaitement bien le risque de chute de hauteur. En cas de présence d'un escalier définitif, on vous recommande d'organiser les accès grâce à l'aménagement d'une zone de plancher amovible et l'usage de l'escalier. En zone de plancher amovible, l'absence partielle de plancher doit être complétée, bien entendu par des garde-corps fixés si possible en rive de dalle, pour ne pas gêner les travaux en limite de trémie. Donc la cette 5e photo ici répond bien à ça. Vous voyez que vous observez donc un plancher fixe contre mur et une zone de plancher amovible ici protégée par des garde-corps fixés en rive de dalle. Certains de vous font appel à un prestataire extérieur pour protéger le trépied d'escalier. Donc ça, c'est une bonne méthode qui apporte de bons résultats.
c'est pas facile d'avoir le matériel adapté et c'est beaucoup plus technique que ça n'y paraît. Pour ceux qui n'ont pas encore travaillé donc, sur cette méthode de protection, on vous invite à identifier vos différents types de trémies. Je vous invite à travailler sur plan pour définir une méthode de protection en vous inspirant voilà, de notre fiche technique. Et donc, Altrad, pour ne pas les citer, bon, ils ont une notice d'utilisation. Donc, cette notice d'utilisation, là, elle peut vous aider en conception. Et on peut, nous aussi, derrière, vous conseiller pour ces aménagements. Troisième zone à risque prioritaire, les rives de dalle. Donc, pour prévenir les risques de chute en rive de dalle, nous souhaitons la pose de protection collective périphérique qui doivent être posées avant la pose du plancher. Donc, idéalement, au moyen d'un échafaudage de pied, sinon à l'aide de protection plaquée. Là, voici de bonnes pratiques. Sur la première photo, on observe la pose d'un échafaudage de pied. Sur la seconde, la pose de protection plaquée. On va passer à la quatrième zone à risque prioritaire. Les travaux de toiture. Donc, sur ce sujet-là, on part de très loin. Voilà. J'ai l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises. Et les choses s'améliorent enfin. C'est une bonne chose. Voilà. Donc, on souhaite aujourd'hui la mise en place d'échafaudage de pied comme moyen de protection, que ce soit en rive ou en bas de pente. Ça, c'est la règle générale. Mais malgré cet objectif d'échafaudage périphérique, les particularités de toiture peuvent nous amener à tolérer sous condition autre chose qu'un échafaudage de pied. C'est des particularités qui sont limitées. Il peut s'agir des protections bas de pente pour des pavillons de plein pied. Dans ce cas précis, si les remblais sont effectués, on tolère des échafaudages en console, mais ça reste une mesure à minima. Il peut s'agir aussi de protections de rive, lorsque celles-ci ne sont pas conçues avec des débords de toit. Dans ce cas précis, si la pose et la dépose se fait en sécurité, on tolère des protections spécifiques de rive. Ça reste aussi une mesure à minima. Donc, une fiche technique CARSAT Nord-Est, la fiche technique 11, indique nos recommandations ainsi que le niveau d'exigence à minima. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, voici donc trois constructions observées en phase de travaux de toiture. Sur la première maison en haut à gauche, on retrouve un échafaudage de pied périphérique. Sur les deux autres maisons, on retrouve un échafaudage de pied en bas de pente, avant-arrière, posé par un prestataire extérieur. Les rives de pignon de ces deux maisons ne sont pas conçues avec un débord de toit. On rentre dans les particularités précitées. Pour ces deux maisons, les protections de rive étaient à la charge du couvreur. Donc sur la photo de droite, les travaux de toiture n'étaient pas encore débutés. C'est ce qui explique l'absence de protection de rive. Sur la photo en bas à gauche, les travaux de toiture étaient terminés et j'ose espérer que les protections de rive étaient en place au moment des travaux de toiture. Donc, voici la première page de nos deux fiches techniques CARSAT Nord-Est. Donc, la fiche technique 10, qui porte sur la protection des trémies d'escalier, la fiche technique 11, qui porte sur la protection des travaux de toiture. N'hésitez pas à en prendre connaissance, n'hésitez pas à vous en inspirer. Donc, deux fiches techniques qui sont destinées aux travaux de construction de maisons individuelles, qui sont là pour vous accompagner. Je vais faire un rapide bilan d'étape de notre action qui se poursuit. Voilà. Donc, le bilan est plutôt positif d'un côté et négatif de l'autre. En point positif, on note des améliorations visibles sur les chantiers. Nous avons des constructeurs exemplaires sur la région qui répondent à nos attentes et qui mettent en œuvre de bonnes mesures de prévention. En point négatif, malheureusement, on observe toujours des situations dangereuses et un certain nombre de constructeurs ne sont toujours pas engagés dans cette démarche d'amélioration. Je me permets de dire qu'on sera toujours aux côtés de ceux qui font des efforts et qu'on se permettra d'être plus dur et incitatif auprès des récalcitrants. Voilà, pour moi, je vais redonner la parole à Marc Bury.
Très bien, bien. Merci Patrick pour ce point-là. Ben, effectivement, on constate des situations qui s'améliorent, somme toute, et avec des choses qui sont maintenant, qui deviennent vraiment intéressantes à voir. Eh bien, pour la suite, effectivement, nous allons passer à un autre sujet. Alors, peut-être une petite pause juste pour savoir auprès de notre chat s'il y a des questions très précises qui viennent sur ce sujet-là. Si je n'ai pas de signe de leur part, on va passer à la suite des propos. Donc, non, Christelle et Charles n'ont rien à nous... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout le monde est Il n'y a dehors. rien. Donc voilà. Donc, je vais passer donc la parole à Jacques Balzer qui va nous présenter maintenant une nouvelle version du guide de bonne pratique de la CMI qui existait dans une version précédente et qui vous avait été présentée par le passé. Maintenant, l'idée était nous avions le souhait, bien sûr, de conserver un guide qui s'adresse à tous les constructeurs et c'est pourquoi ce document a été réécrit et surtout co-signé par plusieurs partenaires qui sont réunis d'ailleurs aujourd'hui derrière l'écran avec nous. En l'occurrence, les représentants de Pôle Habitat FFB, les représentants de la CNAM et des CARSAT, Jacques en faisait partie, il nous précisera un petit peu les éléments, et aussi un partenaire, l'OPP-BTP, l'organisme professionnel de prévention du BTP et des travaux, du bâtiment et des travaux publics. Et ceci a été fait avec le concours de l'AFFB et des SCOT du BTP. Et donc là, je passe la main à Jacques dès qu'il a pris le contrôle de l'écran. À toi, Jacques. Bonjour à tous, donc Jacques Balzer, la CARSAT Alsace-Moselle. Donc en effet, c'est un travail qui a été fait en partenariat donc, avec la FFB, Pôle Habitat, avec la SCOP, l'assurance maladie et l'OPP-BTP. Et ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est que tout compte fait, ce qu'il y a dans ce guide, on va retrouver l'ensemble des éléments qui ont été présentés par Patrick Lagarde et Patrick Bernard, à savoir donc notamment ces problèmes d'accès, protection des trémies, rives de dalles, échafaudage de toiture. Donc, dès le début, je voudrais dire que dans ce guide, on généralise voilà, les bonnes pratiques qui ont été déjà lancées dans l'une ou l'autre région, notamment dans la nôtre. Donc, voilà, donc c'est ce que, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien de nouveau, mais ça permet de généraliser à l'ensemble des constructeurs de toute la France ces bonnes pratiques. Alors, bien sûr, il y a le thème de ce guide, c'est les bonnes pratiques de prévention. Et derrière les bonnes pratiques de prévention, se pose toujours la question qui, au sein d'un chantier, doit s'occuper de la prévention. Alors, bien sûr, c'est partagé par les uns, par les autres, mais il y a quand même un chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre, notamment, c'est le coordonnateur sécurité protection de la santé. Donc, quand on regarde dans le régime de droit commun, quand on est en SCI ou quand en VFA, ou lorsqu'un particulier construit pour un investissement locatif, là, la réglementation dit clairement que la coordination doit être réalisée par un coordonnateur qui a été formé et, voilà, et qui est clairement identifié par la législation. Par contre, le cas le plus classique, donc ce qui nous intéresse, le régime spécifique, quand un particulier construit pour son usage personnel et fait donc appel à un constructeur de maisons individuelles, là, la coordination sécurité protection de la santé est assurée par la personne qui est chargée de la maîtrise d'œuvre et ensuite de la maîtrise de chantier. Donc, en l'occurrence, le constructeur de maisons individuelles. Dans ce guide, on a essayé de mettre en évidence le rôle justement de ce coordonnateur ou la personne chargée de la coordination aux différentes phases. Il s'agit de la signature du contrat, ensuite de l'obtention du permis de construire, qu'est-ce qu'il faut faire au moment de la condition suspensive des démarrages de travaux et enfin, bien sûr, durant le déroulement des travaux jusqu'à la réception. Voilà, donc première phase, évidemment, on en a déjà parlé, il s'agit donc de désigner la personne compétente pour assurer la mission de coordination. Alors compétente, qu'est-ce qui est compétent? La compétence, c'est une personne qui est formée. Donc, comme on l'a déjà dit, quand on est dans un régime spécifique, la législation actuellement ne demande pas une formation spécifique de 2 semaines. Alors, il y a des travaux qui sont en cours avec la DGT, donc la Direction Générale du Travail,
qui va sûrement proposer à un moment donné une formation peut-être plus courte de 2 ou 3 jours pour les constructeurs de maisons individuelles, mais également pour les architectes et enfin tout maître d'œuvre qui voudrait faire la construction de maisons individuelles. Bon, pour le moment, c'est un projet. Donc, ce qu'on va vous proposer également dans la déclinaison de ce guide, c'est une convention, des propositions de formation pour que les constructeurs qui ne sont pas encore formés puissent être formés et qu'ils soient donc compétents. Et ensuite, bon, bien sûr, il y a la visite du chantier et la signature. Il y a un exemple là de registre journal. Voilà, bon, ça c'est un outil qui est mis à disposition. Et là maintenant, on va arriver un peu au cœur du dispositif. Donc, le cœur du dispositif, c'est à savoir, toutes ces mesures, à un moment donné, il faut clairement les définir. Alors, clairement les définir, ben, c'est tout simplement les préciser dans le plan général de sécurité, le PJAC, plan général de sécurité, le plan général de simplifier de coordination, voilà, excusez-moi, qui doit être rédigé. Et ensuite, la chose la plus importante, ce qui est dans ce texte, il faut que ça soit clairement décliné dans les pièces marché. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Premièrement, plan d'installation de chantier, c'est pas compliqué et pourtant c'est tellement utile. Et nous voudrons vraiment vous encourager les uns les autres à vous arrêter avant de signer et de mettre en œuvre le chantier. Où est-ce qu'on va placer les terres qu'on n'arrive pas à évacuer tout de suite? Comment est-ce qu'on va faire l'accès? Où est-ce qu'on met l'eau, l'électricité? S'il y a une grue, où est-ce qu'on dépose les matériaux? Donc, c'est bien cette réflexion en amont. C'est un schéma tout simple, mais qui est très utile. Un autre exemple qui est dans le guide, c'est la notion d'approvisionnement au plus près de la construction des matériels et matériaux. Et là, comme ça a été dit avant, le plus simple, c'est déjà qu'on puisse avoir un remblai le plus tôt possible et qu'on puisse donc accéder en sécurité pour livrer le matériel. Deuxième thème qui a été abordé également avant par les deux Patrick, c'est la mise en œuvre d'échafaudages de pieds en périphérie de la construction. Alors, dans le guide, on n'a pas fait le distinguo entre les travaux de toiture et les travaux de maçonnerie, parce que quand vous regardez dans la colonne où il est marqué « quand », il est écrit « à installer dès la fin de l'élévation des murs du rez-de-chaussée avant pose du plancher ». Alors, peut-être certains vont réagir, vont dire « mais ça, c'est très compliqué ». Alors, en effet, dans ce guide, c'est des propositions qui sont faites. Pour le moment, il n'y a rien de décidé et justement, c'est la suite de nos travaux. C'est au niveau régional, où est-ce qu'on va, sur quoi est-ce qu'on s'engage. En tout cas, c'est une proposition qui a été faite au niveau national. L'autre thème, c'est les protections des trémies. Donc là aussi, Patrick Lagarde nous en a parlé longuement. Donc vous voyez, c'est les mêmes thèmes. Ici, il y a différentes propositions d'industriels, que ce soit Comabi, Batiroc, Altrad ou d'autres. Nous, ce qu'on vous encourage vraiment, c'est à un moment donné, c'est de réfléchir comment de manière industrialisée, on peut protéger ces fameuses trémies. Et ça, dès la phase gros œuvre jusqu'à la suppression de risque, c'est-à-dire lorsqu'on aura mis en place les panneaux de plâtre autour de la trémie et mise en place l'escalier définitif. Et enfin, un dernier thème, voilà, qui est très important, en particulier actuellement dans cette période Covid, c'est la mise en place de sanitaires, de l'eau, l'électricité et les toilettes. Et là aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut à tout prix qu'on progresse. Alors, on a noté ces derniers temps quand même souvent il y a plus d'eau sur les chantiers. En effet, tout le monde se dit qu'il faut se laver les mains, donc il n'y a pas de raison que sur le chantier, les gens ne puissent pas se laver les mains. Et c'est vraiment la responsabilité de chacun de mettre à disposition de l'eau courante sur un chantier pour assurer le minimum d'hygiène. Voilà, donc ça c'est quelques mesures qui sont dans le plan général des PJC simplifié. Après, comme je vous ai dit, la suite, c'est mettre dans le PJC, c'est une chose, mais après encore faut-il savoir qui est-ce qui fait. Donc, lors de la signature des contrats de sous-traitance,
il faut que figurent clairement les dispositions de ce fameux PGC dans les contrats de sous-traitance. Si on a parlé d'échafaudage, il faut qu'on sache qui est-ce qui met en place l'échafaudage, qui est-ce qui le paye. Si on parle de trémies, qui est-ce qui met en place les trémies, qui est-ce qui les paye, qui est-ce qui les dépose, etc. Donc, c'est la déclinaison opérationnelle du PGC. Et enfin, durant les déroulements des travaux, on a beau écrire des tas de choses, après, il faut être présent, ça vous le savez très bien, sur les chantiers, d'où les visites préalables qui sont organisées avec chacune des entreprises et également donc, le suivi de cette mission sécurité, protection de la santé. Alors, pour là aussi, on a mis à disposition un certain nombre de documents qui peuvent vous aider à rédiger, donc par exemple le registre journal ou alors des comptes rendus, un compte rendu de visite technique sur chantier. Et pour aller plus loin, là aussi, il faut qu'à un moment donné aussi, il faut qu'on soit pragmatique. Qu'est-ce que nous apporte la mission de coordination SPS? Donc, on vous présentera après un petit document qui vous permet aussi un peu d'évaluer vos missions, sécurité, protection de la santé. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on garde un œil critique. La coordination sécurité et protection de la santé, ce n'est pas un mal nécessaire où à un moment donné, ils se disent, bon, maintenant, il faut encore que je m'occupe de sécurité. Non, le fait de s'occuper de sécurité, ça permet de travailler en qualité, ça permet d'avancer plus rapidement et il faut qu'on soit exigeant soi-même, chacun à son niveau, sur la mise en œuvre de cette mission. Voilà, et puis donc, pour terminer, dans le guide, il y a un certain nombre de bibliographies avec des documents. Donc, voilà, donc là, j'ai fait un petit pied de nez à Patrick Lagarde qui n'arrête pas de nous parler des documents techniques de la CARSAT Nord-Est. Merci à la CARSAT Nord-Est, mais bon, la CARSAT Nord-Est n'est pas la seule qui édite des documents. Il y a des documents nationaux, il y a les documents de l'OPP-BTP, il y a des documents de l'INRS, mais bien sûr, ceux de la CARSAT Nord-Est, c'est le meilleur, ça on le sait. Voilà. Merci. Marc. Vous n'allez pas le dire. Et donc, voilà. Et donc, l'ensemble de ces documents, donc, ces guides sont ce fameux guide est disponible sur les sites donc, de Pôle Habitat, la FFB, des SCOP, Amélie, mais également la CARSAT Alsace-Moselle et sur le site de la CARSAT Nord-Est. Encore une fois, c'est un document national. Merci. Bien, merci Jacques pour cette présentation. Est-ce que peut-être du côté du chat, on a des questions plus précises sur le sujet? Toujours pas. Toujours pas. Bon, bah, très bien. Bah, ça veut dire que déjà les propos peut-être ont été bien suivis, tant mieux. Bien, merci Jacques déjà pour cette présentation. Mais effectivement, là, on va passer à une étape suivante. On a donc introduit nos propos de la rencontre, notamment en faisant état de ce que nous avions fait avec vous jusqu'à présent, sur la progression de ce qu'on a pu constater. On a également parlé de cette évolution d'un guide qui maintenant est coécrit, co-construit avec les partenaires. C'est le moment maintenant peut-être de poursuivre au travers d'actions et d'autres modalités, d'autres formes d'actions en direction et pour le bien de chaque constructeur et au bénéfice aussi de vos autres entreprises sous-traitantes et de leurs salariés. Et c'est pourquoi maintenant, on va passer la parole et céder la parole aux différents partenaires qui ont été présents et qui vont nous dire chacun comment ils pensent qu'on pourrait aller plus loin ensemble. Alors, je vais recéder la parole à Jacques pour qu'on puisse revenir un petit peu globalement sur les actions. Hein. Nous avons mené une action régionale, ça a été dit et on vous l'a présenté, qui s'inscrivait donc pleinement dans un programme national cette fois-ci, qui faisait la promotion de mesures prioritaires que vous retrouvez dans le guide. Mais qu'est-ce qu'il en est, Jacques, si on voulait aller un petit peu plus loin et si on voulait faire un peu mieux? Comment peut-on aller plus loin ensemble? Donc, à toi, Jacques, peut-être de nous dire ce qu'on pourrait faire. Oui. Donc, rapidement, rédiger un guide, c'est une chose. Après, c'est avoir l'adhésion et savoir territoire par territoire jusqu'où est-ce qu'on va. Alors, le jusqu'où est-ce qu'on va, je pense que ça a été déjà clairement identifié par Patrick Lagarde et Patrick Bernard, hein, sur les 4 thèmes qu'on vous présente maintenant depuis plusieurs années, les accès, trémies, rives de dalle, échafaudage, toiture. Et il y a peut-être aussi, enfin pas peut-être, il y a aussi maintenant l'aspect hygiène qu'il faut vraiment prendre en compte.
Je voudrais surtout insister sur la partie centrale. Là, il faut que chaque acteur, chaque constructeur de maisons individuelles, mais aussi chaque entreprise et salarié, parce que l'effort ne repose pas que du côté des constructeurs, c'est bien une prise en compte des uns et des autres, d'abord d'identifier les risques, de connaître les mesures de prévention, que chacun joue le jeu. Je vais donner l'exemple de l'hygiène. Ce n'est pas parce que le constructeur met en place un robinet que les gens vont se laver les mains. Donc voilà, c'est tout simple. Je dirais, il faut que, on met à disposition des choses. Je vois souvent aussi, parfois, on met à disposition une base vie collective sur des lotissements. Et malheureusement, cette base vie est très peu utilisée. Donc, c'est vraiment un enjeu partagé par les uns et les autres. Et derrière ça, il y a notamment cette culture de prévention qui doit être développée. Et donc, pour développer cette culture de prévention, il s'agit donc de poursuivre le travail initié. Et c'est là maintenant, en effet, je vais donner tout de suite la parole à notamment M. Brottier. Il s'agit de mettre en œuvre les bonnes pratiques de ce guide, savoir jusqu'où est-ce qu'on va, comment développer cette culture prévention. Est-ce que c'est en faisant des petites animations, en rencontrant les gens, en allant sur les chantiers? Et on va également vous présenter un diagnostic très simple qui est déjà mis en œuvre par les contrôleurs des CARSAT, mais également qui va être mis en œuvre par l'OPP sous forme de conseil. Un diagnostic, vous voyez, qui reprend un peu les thèmes essentiels. Donc, par exemple, bon, je vais le lire, hein, pour la prévention des chutes, est-ce qu'il y a un remblai? Est-ce qu'il y a une protection de trémie? Est-ce qu'il y a un échafaudage commun? Ensuite, pour la gestion des manutentions et des approvisionnements, est-ce que l'accès au chantier peut se faire de manière aisée? Est-ce qu'il y a une réflexion qui a été faite sur le choix de matériaux qui sont plus faciles, par exemple, à manutentionner? Je pense à des briques qui sont livrées dans le sens de la pose, à des plaques-au-plâtre qui sont plus petits mais qui sont plus légers, à des ourdis plutôt que d'avoir des ourdis en briques, d'avoir des ourdis en matériaux composites, etc. Tout ça, c'est une réflexion qui doit se faire en amont. Donc, dernier point, sur la gestion de manutention, est-ce qu'il y a une mécanisation des manutentions qui est faite? Est-ce qu'il y a une grue? Est-ce qu'il y a une grue auxiliaire? Ensuite, le thème de l'hygiène, l'eau, l'électricité, les sanitaires, et bien sûr, la coordination. Est-ce qu'il y a une personne qui est chargée de la mission de CSPS et qui a été formée, évidemment, et comment ces éléments du PGC sont clairement identifiés dans les contrats. Voilà, donc c'est vraiment un diagnostic très simple. Et là, on pourrait aussi voir avec vous, avec les uns et les autres, si on signe une convention, comment est-ce que peut vous fournir ces éléments de diagnostic pour que, in fine, vous-même, vous puissiez faire une espèce d'auto-diagnostic, parce que vous n'avez peut-être pas besoin de nous chaque fois, mais chaque constructeur peut savoir où est-ce que je me situe, est-ce que je progresse, est-ce que je stagne, ou à l'inverse, est-ce que voilà, je suis sur une mauvaise pente. Eh bien, merci Jacques. Eh bien, écoutez, là, je vais arrêter le partage de l'écran et puis je vais proposer à Fabrice Brottier, qui doit être parmi nous, donc qui représente Pôle Habitat FFB, peut-être d'ouvrir sa caméra. Voilà, bonjour Fabrice, et puis merci de nous avoir rejoints. Je vais vous céder la parole et peut-être que vous nous donniez votre sentiment sur ce partenariat qu'on se propose d'avoir avec vous et aussi avec l'OPP-BTP qu'on entendra tout à l'heure, et de savoir comment peut-être déjà vous continuez à vivre les actions que nous menons et le travail que nous voulons faire au profit des constructeurs de maisons individuelles. Ben à vous Fabrice, merci. Merci de votre accueil et de l'organisation de cette séance. Sur le pôle Habitat, en tant que président Grand Est, on a toujours été soucieux d'améliorer la sécurité de nos chantiers. On sait que par rapport à d'autres secteurs du bâtiment ou de la promotion immobilière, on est le parent pauvre sur le domaine de la sécurité, hein, employant des tout petites entreprises, pas toujours équipées, et puis aussi peut-être aussi des habitudes d'année en année où il n'y a pas eu forcément la progression qu'il aurait été souhaitable de vigilance sur les chantiers. Comme je le dis à chaque réunion du pôle Habitat FFB Grand Est, le syndicat est très soucieux de cette partie-là. Preuve en est, c'est, comme l'a dit M. Balzer, c'est l'émission de ce guide des bonnes pratiques, hein, co-signé par l'ensemble des intervenants. Un gros travail, un lourd travail de concertation,
mais qui a débouché quand même sur des consensus qui doivent être, comme vous l'avez très bien dit, adaptés en fonction des constructions, adaptés en fonction des constructeurs et partagés de tous. Parce que c'est vrai que quand un constructeur souhaite engager des opérations, il faut qu'il soit compris de ses artisans, de ses sous-traitants. Voilà. Alors, on a de la chance, je le dis à chaque fois, d'avoir une CARSAT Alsace-Moselle et Nord-Est dans la pédagogie. Hein, alors, évidemment, il y a toujours de temps en temps un peu de répressif et c'est bien normal. Mais globalement, et je le dis, M. Bury, on échange régulièrement ensemble, on apprécie fortement la dimension dialogue qu'on peut avoir. On reconnaît bien volontiers que la perfection n'est pas de ce monde, mais qu'on est dans une démarche d'amélioration continue. Alors, si je me place du côté des constructeurs, il est vrai que nos échéances sont nombreuses. Hein. L'année 2020 était compliquée. Elle ne sera pas forcément mauvaise économiquement parce qu'on a peut-être été moins arrêté que d'autres professions du bâtiment. Donc, on a pu quand même travailler en 2020. Par contre, on est très inquiet sur les carnets de commandes. La configuration du nombre de permis de construire est inquiétante et c'est quand même ce qu'on construira demain. Et puis, on a une RE 2020 qui va être rapidement applicable avec peut-être des nouveaux matériaux, des nouveaux procédés, de la la préfabrication qui vient de plus en plus dans nos métiers. Donc, mais ça ne doit pas nous faire oublier, chacun d'entre nous, notre démarche vis-à-vis de l'amélioration continue. Alors, on ne part pas tous au même point, vous l'avez très bien dit. Certaines entreprises du syndicat ont pris le taureau par les cornes maintenant il y a bien des années, notamment je pense en Alsace. On a souvent débattu de l'effort qui a été fait maintenant il y a 10 ou 15 ans. Monsieur Balzer me corrigera, mais il y a bien 10-15 ans où il y a eu un coup de collier assez important sur les échafaudages. Après, la difficulté, c'est la marche à franchir. Quand vous partez de très bas ou de bas, arriver tout de suite à des solutions que d'autres ont déjà mis en place, c'est la difficulté de changement des habitudes. Maintenant, moi, je dois reconnaître que pour ma part, dans les sociétés que je dirige, on essaie d'être vigilant là-dessus. Vous avez souligné un point important où, pour ma part également, je nous ai trouvé un peu faible, c'est la formation. Alors, la formation, c'est un sujet délicat parce qu'en tant que syndicat, on n'a pas vocation à former les gens. Hein, c'est bien le rôle des entreprises et pas des syndicats. Maintenant, on milite, on encourage, on entremet les gens pour qu'ils puissent organiser des formations dans leurs entreprises. Hein, nous, pour notre part, chez Maison d'Enfance et Le Coin du Feu, on va entamer un cycle de formation au mois d'avril-mai sur l'ensemble de nos populations concernées par les travaux pour que, en exigeant de nos conducteurs de travaux de la sécurité, il faut savoir de quoi on parle. Je pense que c'est la première base. Et je crois qu'à un moment, il faut être précis. Il faut avoir la formation et les bons outils. Et c'est un des premiers points importants. Donc, mais je pense qu'on est dans une région quand même, et on le voit quand même sur le taux de participation de votre invitation. Je pense que l'ensemble des professionnels maisons individuelles sont quand même très soucieux d'améliorer la sécurité de nos chantiers pour nos collaborateurs, pour nos artisans, parfois aussi pour nos clients qui parfois malheureusement ou heureusement visitent les chantiers en cours de route. Hein. Donc, on ne peut pas faire intervenir les familles dans des chantiers qui ne seraient pas sécurisés. Donc voilà, donc on restera, nous, vigilants pour l'habitat. Sur les mesures, on est tout à fait favorable à décliner une convention régionale. Hein, c'est toujours un sujet délicat. Voilà. Après, nous, l'attention qu'on aura, c'est de ne pas enfermer nos adhérents sur des préconisations standardisées, mais bien d'essayer de pousser à l'amélioration continue. Hein, le guide national est une très bonne base. Après, on peut en faire conjointement avec nos adhérents, peut-être avoir des actions. Alors, j'irai certainement pas sur le terrain d'imposition technique ou de matériaux ou d'outils. Par contre, vous pouvez compter sur le syndicat pour avoir des actions de sensibilisation, organiser des rencontres dans la mesure du possible, compte tenu des contraintes sanitaires. Mais ça, de notre côté ou à votre sollicitation, on peut imaginer un programme sans problème où on réunirait les gens, parce que la meilleure façon, c'est quand même d'en parler, quoi. C'est quand même la base. Hein. Voilà. Très bien, merci M. Brottier pour ces mots encourageants. Et effectivement, nous, en tant que partenaires, en tout cas pour ce qui concerne les CARSAT, on est bien sûr partant, mais je crois qu'on a un autre partenaire en ligne. Donc là, je vais inviter Mélanie Comte. Alors, je vais repartager mon écran sur ça. Nous allons donc écouter Mélanie Comte. Alors, si elle est présente, qu'elle se manifeste. Je suis là, bonjour. Voilà, alors je ne sais pas si on la voit ou je vais peut-être arrêter le partage pour que tout le monde te voit, Mélanie.
Ok, Est-ce que vous bonjour. voyez tout le monde? Mélanie, donc, elle va se présenter. Elle représente l'OPP, donc l'organisme professionnel de prévention du BTP. Elle en sait beaucoup plus que moi sur cet organisme. Elle va vous en parler. Elle va vous dire surtout ce qu'elle vient nous apporter dans le cadre et du travail que nous faisons tous ensemble pour la prévention, mais surtout sur ce qu'elle pourra aussi nous apporter dans cette convention que nous appelons de nos voeux aussi. À toi, Mélanie. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mélanie Comte, je suis conseillère en prévention à l'OPP BTP et je m'occupe du département du Haut-Rhin. J'accompagne donc les entreprises du BTP sur le Haut-Rhin et pour la partie constructeur de maisons individuelles, je suis la référente sur toute la région Grand Est, d'où ma présence aujourd'hui. Donc, voici l'équipe des conseillers sur le Grand Est. Donc, vous pourrez constater qu'il y a un conseiller sur chaque département. L'organisme, l'OPP-BTP, donc c'est l'organisme de prévention de la branche du bâtiment et des travaux publics. On est un organisme paritaire, c'est-à-dire qu'on a des représentants patronaux et salariés. Les entreprises qui cotisent en fait à la caisse des congés payés du bâtiment à hauteur de 0,11% de la masse salariale peuvent bénéficier de nos conseils et de notre offre de services. Donc vous, en tant que constructeur, là où ça vous concerne, où vous pouvez être concerné, c'est dans le cadre de l'accompagnement de vos sous-traitants et d'actions régionales qui peuvent être menées plus particulièrement au niveau de certains constructeurs de maisons individuelles volontaires. Donc, notre offre de service, elle s'articule autour de différentes formes d'action, je dirais. Donc, on a une première action qui est de l'information et qui passe à travers deux supports. On a un premier magazine mensuel qui permet de rester, je dirais, informé sur les actualités réglementaires et matérielles et qui est vraiment spécialisé BTP. Et ensuite, vous avez sur notre site internet à disposition une multitude de documents téléchargeables. Alors, vous allez retrouver des affiches par métier, des affiches par risque. Vous retrouverez des fiches de préparation de chantier, des fiches d'accueil. Le sous-traitant pourra aussi aller récupérer des fiches prévention pour des garde-corps périphériques temporaires ou de la sécurisation de toiture. Enfin, voilà. Des modèles de livrets d'accueil pour l'accueil des salariés et communiquer sur la sécurité. Nous avons également un volet formation avec des formations qui sont 100% BTP. On est uniquement sur des supports bâtiments, soit orientés bâtiment, soit orientés TP. Ça dépend de ce qui est demandé. On est tout à fait en capacité de s'adapter à l'activité spécifique de l'entreprise. Ça se fait en présentiel ou en e-learning. On n'est pas sur du champ de formation réglementaire, donc on ne fera pas tout ce qui est CACES, formation, échafaudage, port du harnais, mais on est plutôt sur des formations de culture, prévention, et là ça rejoint un peu tout ce qui a été dit auparavant, où on va plutôt s'attacher à aider l'encadrement, principalement à gérer son chantier en sécurité et à communiquer avec ses équipes pour passer les bons messages. En parallèle de ça, sur le site internet, il y a différents modules de formation qui sont téléchargeables. Ça s'appelle des modules d'e-learning, en fait, déclic prévention. Et là-dessus, vous retrouverez des sujets comme le port du harnais, les interventions en toiture terrasse, l'utilisation d'une découpeuse thermique, l'utilisation d'un échafaudage fixe, d'un échafaudage roulant, etc. Donc, ce sont des très bons supports qui sont mis à disposition des entreprises intervenantes pour sensibiliser ces salariés sur des sujets de sécurité sur chantier. Ensuite, nous avons plusieurs formules d'assistance. Donc, il y a une assistance en ligne à travers, qui est disponible via notre site internet www.préventionbtp.fr.
Donc, lorsque vous cliquez sur la petite bulle « Dialoguer en direct avec nos experts », vous tombez en fait sur des conseillers OPP de BTP, soit par chat ou par téléphone, c'est comme vous voulez. Vous pouvez également prendre un rendez-vous téléphonique et là, en fait, on va répondre à votre question au même titre que votre conseiller départemental, que le conseiller départemental. Et là, pour le coup, c'est vraiment un service qui est ouvert à tous, et également aux constructeurs de maisons individuelles. Dès lors que vous vous posez une question sur les mesures de prévention à prévoir dans tel cas, dans cette circonstance, et que vous avez besoin de précision ou de support, ça peut être une aide pour vous aider dans votre réflexion. Conseil et assistance terrain, donc ça c'est le plus gros de notre travail au quotidien. Donc on accompagne en fait les entreprises du bâtiment et des travaux publics qui souhaitent se structurer en prévention et améliorer la sécurité sur les chantiers. Et pour cela, on mène différentes actions. Donc on a les diagnostics prévention qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait toujours un point de départ en fait avec l'entreprise pour savoir où elle en est aujourd'hui en prévention et vers où elle veut aller, quel est son objectif, de façon à ne pas être trop ambitieux et de respecter son rythme aussi et ses possibilités, tant au niveau humain que matériel ou financier. On accompagne également les entreprises à rédiger leurs documents uniques ou à le mettre à jour via des ateliers collectifs qui sont organisés sur chaque département ou depuis le mois de janvier maintenant en distanciel pour ceux qui le souhaitent. On fait des démarches de progrès, des contrats d'accompagnement. Donc ça, c'est des choses qui sont plus formalisées. On définit un plan d'action en fait avec un objectif pour le chef d'entreprise et on déroule un plan d'action. Voilà. Voilà pour l'OPP BTP. Donc, pour faire le lien avec ce qui avait été dit auparavant, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez améliorer, je dirais, la sécurité sur les chantiers, vos entreprises sous-traitantes ont droit au service de l'OPP BTP. Elles cotisent en principe à la caisse des congés payés. Donc, dès lors que c'est le cas, vous pouvez vous appuyer sur nous pour vous aider. Très bien, merci Mélanie de cette présentation-là. J'espère qu'effectivement, et les entreprises sous-traitantes et les constructeurs de maisons individuelles pourront faire appel à tes services, au service de tes collègues, pour effectivement accompagner toutes ces démarches que depuis maintenant quelques années, on essaye de générer et de faire les sujets qu'on essaie de faire avancer sur la prévention des chantiers, y compris ceux de construction de maisons individuelles. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a peut-être des questions plus précises là, par rapport à ces interventions, peut-être? Charles? Eh bien, toujours pas. D'accord, toujours pas. Écoutez, tout est clair, apparemment. Voilà, donc maintenant, effectivement, on va arriver au dernier point de cette rencontre qu'on voulait évoquer, qu'on voulait vous présenter, à savoir le concours sécurité, le challenge sécurité que nous allons organiser en 2021 et qui se lance aujourd'hui avec vous. Alors, pourquoi un challenge sécurité? D'abord, pour nous, c'est une continuité dans les actions que nous menons, que la CARSAT Nord-Est mène sur la prévention des risques professionnels, sur les chantiers, sur vos chantiers de construction de maisons individuelles. Il s'agit pour nous finalement de valoriser les bonnes pratiques parce qu'il y en a et on les a vues là au travers des présentations de Patrick. Il y a des bonnes pratiques sur la construction de maisons individuelles qui se font sur notre circonscription. Et puis pour nous aussi, c'est peut-être, pourquoi pas, de maintenir une certaine dynamique d'amélioration dans le secteur d'activité pour poursuivre le déploiement, pour poursuivre le déploiement de bonnes pratiques, pour récompenser, valoriser les constructeurs qui seraient vertueux, innovants, qui mettraient un coup de collier de façon à ce que ce soit su, connu. Et puis derrière ça, peut-être aussi amener et inciter les entreprises les moins performantes à évoluer dans leurs pratiques. Alors, qui pourra participer? Écoutez, vous tous, vous qui nous écoutez, qui êtes constructeurs de maisons individuelles, vous pouvez participer à partir du moment où vous intervenez sur notre circonscription, donc la circonscription de la CARSAT Nord-Est, sur les départements
que vous voyez ici, les 7 départements en question, même si votre siège social se situe en Moselle, en Île-de-France ou en Bourgogne. L'essentiel, c'est que vous soyez en règle, on va dire, avec les exigences du droit du travail, les obligations sociales. Et puis, bien sûr, une condition, c'est quand même de respecter, de mettre en œuvre ou de faire mettre en œuvre par vos sous-traitants, à minima, les bonnes pratiques dont on a parlé, à savoir encourager le remblai périphérique, les accès de plein pied, les protections de trémies, les sécurisations des travaux de charpente. Alors voilà, les critères de recevabilité, il s'agit de suivre un petit peu cette boucle d'intervention sur notre secteur, d'être à jour des cotisations. Évidemment, ne soyez pas sous injonction avec nous, mais encore une fois, c'est une mesure très, très rare et exceptionnelle, qu'il n'y ait pas de sanctions, et puis respecter nos 4 grands principes, et à partir de là, vous pourrez, pourquoi pas, donc faire part de ce que vous pouvez faire. Alors, comment pouvez-vous participer à ce concours, à ce challenge sécurité? Tout simplement en vous inscrivant sur le site de la CARSAT Nord-Est, en complétant un dossier qui vous sera proposé et en préparant déjà les documents qui suivent. Bien sûr, votre SIRET, votre code APE, il faut le connaître, vos coordonnées, un mail pour vous joindre avec lequel on peut correspondre. Peut-être aussi nous faire le scan ou l'attestation PDF de l'URSSAF pour montrer que vous êtes à jour de vos obligations sociales, mais qui ne l'est pas. Et puis, n'hésitez pas, il faut qu'on puisse observer, objectiver ce qui est fait. Donc, fournissez-nous une liste de chantiers en cours ou à venir sur notre circonscription. Cette liste pourrait être forcément complétée, améliorée au fil du temps et du déroulement du challenge. Encore une fois, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de chantiers, demain, vous en aurez d'autres. Et puis, là où on vous attend, c'est de nous fournir peut-être des photos, peut-être des descriptifs de vos chantiers, avec des explications, avec des documents. L'idée étant de mettre en avant vos pratiques, les pratiques de votre structure, les pratiques de votre société. Alors, comment trouver ça? Comment trouver ce challenge? Eh bien, vous allez aller sur notre site, vous allez vous connecter, et donc sur l'onglet entreprise, l'onglet entreprise s'adressant à vous, entreprise, vous allez aller plus loin et vous allez trouver dans le menu déroulant un pavé, tout de suite le second en ligne, le challenge sécurité CMI. En allant sur ce lien, vous tomberez sur une page d'inscription. Vous aurez une page d'inscription avec quelques explications. Vous retrouverez même en ligne un certain nombre de documents auxquels vous pourrez accéder, le règlement, les fiches techniques, un certain nombre d'éléments. Et il vous suffira de cliquer pour vous inscrire en ligne sur le site, et selon un déroulé de présentation qui sera fait. Éventuellement, je peux vous présenter donc effectivement peut-être une vidéo. Donc voilà ce que je vous expliquais, le déroulement de l'inscription. La personne s'inscrit, elle accède à la page de notre challenge et elle va continuer à suivre les cursus. Attention, ces opérations doivent être complétées au fur et à mesure de façon à pouvoir accéder à la page suivante. On va compléter son numéro de SIRET. On va compléter ses coordonnées. Et puis, bien sûr, le code APE qui caractérise toute entreprise. Un numéro de téléphone pourra être utile, puisque, encore une fois, nous souhaitons rentrer à nouveau en contact avec vous pour vérifier, aller voir avec vous comment cela se déroule sur vos chantiers. Bien sûr, nous aurons vos coordonnées, les références de la personne à contacter, un mail, et vous pourrez également nous envoyer un certain nombre de fichiers, de documents, que ce soit les documents URSSAF, que ce soit d'autres documents qui nous permettent d'objectiver cette candidature.
Et puis enfin, bien, on vous demandera les adresses des chantiers sur lesquels vous intervenez. Encore une fois, il faut intervenir chez nous pour une question d'aspect de vérification et de suivi de vos chantiers. Voilà, vous pouvez nous joindre des photos, des extraits de cahiers des charges, des extraits de contrats de maison individuels peut-être sur lesquels vous mettez en avant la prévention que vous mettez en œuvre, que vous faites mettre en œuvre par vos sous-traitants et co-traitants. Et au final, vous voilà inscrit. Alors, les inscriptions vont se faire du 15 mars au 30 juillet et nous pourrons ainsi, une fois ces candidatures reçues, étudier la recevabilité et sélectionner les candidatures sur la foi des documents factuels qui nous ont été remis, notamment bien sûr des vérifications, enfin, histoire d'objectiver ce que vous nous dites et puis peut-être de rencontrer encore d'autres bonnes pratiques que nous serons aussi heureux de pouvoir mettre en avant. Alors n'hésitez pas à sélectionner, à nous faire part des sujets que vous souhaitez mettre en avant, par exemple sur l'organisation des chantiers telle que vous la vivez, telle que vous la pratiquez, la sécurisation des opérations telle que vous les menez, l'innovation, les bonnes pratiques que vous avez peut-être mises en œuvre, le partenariat que vous avez fait avec un prestataire, la valorisation d'une démarche peut-être individuelle ou collective, d'une équipe. Une équipe qui assure, qui suit ses chantiers avec une organisation donnée où le rôle est bien fixé. Et puis peut-être aussi la progression de votre démarche de prévention d'une façon globale. Nous réunirons un jury en fin d'année constitué de partenaires sociaux, ou des représentants d'employeurs et de salariés, puisque vous savez que nous sommes paritaires. Nous aurons bien sûr un représentant de la direction, mais également le partenaire professionnel de la prévention, en l'occurrence l'OPP-BTP, qui vient de se présenter et qui est finalement notre partenaire de prédilection avec lequel nous menons nos actions de prévention et qui lui-même connaît cet environnement-là. Ensuite, reviendra le moment de la remise des trophées. La remise des trophées se fera bien sûr sur fin d'année. Et sachez qu'il y aura plusieurs lauréats potentiels. Bien sûr, on essaye de valoriser les bonnes démarches et peut-être qu'on aura des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze. Alors, on ne sera pas encore en JO, mais on n'en sera pas loin. Et puis, l'idée derrière ça, ce sera de mettre en valeur les lauréats avec un visuel exploitable dans votre activité commerciale que vous pourrez afficher sur vos chantiers, que vous pouvez mettre dans vos publications commerciales, que vous pourrez valoriser auprès de votre clientèle. Un pavillon de qualité se construit en sécurité. Et sachez rentrer dans cette dimension-là. Il est important, il est nécessaire que, effectivement, la confiance des clients soit aussi au travers de la sécurité qui est mise en œuvre sur les chantiers qui sont les vôtres. Voilà, nous en avons fini avec les présentations, mais peut-être que là, on peut peut-être passer à des questions ou à des échanges peut-être sur ces sujets-là. Peut-être que maintenant, la parole peut se libérer. Alors, si certains sont un peu peut-être coincés avec le chat, n'hésitez pas quand même à ouvrir votre micro et à prendre la parole. Et on essaiera de répondre aux questions le cas échéant. Voilà, alors avez-vous peut-être des questions? Est-ce que mes collègues ont peut-être des compléments à apporter sur ce qui a été dit? Alors, toujours pas de questions dans le chat. Toujours pas de questions? Non. J'apporterai la précision que tous les contrôleurs de secteur de la CARSAT sont évidemment disponibles pour aider les entreprises à monter leur dossier. Il n'y a pas de... On reste toujours à disposition pour même avancer dans leur projet d'amélioration. Donc, le challenge en fait partie. On reste accessible pour ça. Certains l'ont déjà compris en nous contactant pour tester de nouvelles installations. Donc, ça suit un petit peu notre démarche. Voilà.